Dimanche, 28 mai 1871. Depuis une semaine, la commune de Paris insurgée se bat contre l'armée de Versailles. Français contre Français. Au cœur de Belleville, la dernière barricade attend le jour, écrasée de sommeil et de fatigue. Tous parisiens. Christophe, 25 ans, ouvrier ciseleur en bronze d'Île Frisée. Adrien, 28 ans, ouvrier fondeur, membre de l'Internationale. Pierrot, 14 ans, pupille de la commune. Son père a été tué sur les barricades le deuxième jour de la semaine sanglante. François, 22 ans, ouvrier typographe au journal Le Rappel, de Victor Hugo, membre de l'Internationale. Michel Auguste, 31 ans, terrassier. Il ne sait ni lire ni écrire. Angevin Lavertu, 35 ans, compagnon charpentier. Ferdinand, 28 ans, employé au magasin du Bon Marché. Louis-Charles, 27 ans, menuisier en fauteuil Faubourg Saint-Antoine. Bientôt le dernier combat. Fini l'utopie, fini le rêve d'une république universelle, fraternelle et sociale. Encore une fois, Paris s'est rebellé. Paris, capitale de la liberté et de la révolution. Paris, la grande ville. 2 millions d'habitants, entassés pêle-mêle, riches et pauvres. Autrefois, ils vivaient côte à côte. Mais le baron Haussmann, préfet de Paris, a mis bon ordre à tout cela. Depuis 1853, il a embelli la capitale, dégagé le parvis de Notre-Dame. Il a rasé les vieux quartiers, les ruelles tortueuses où se barricadaient les émeutiers de 1830 et de 1848. Il a percé de larges avenues, non sans arrière-pensée. À travers ces longues enfilades, le canon pourra désormais écraser les barricades, la cavalerie chargée les insurgés. Une bonne affaire aussi pour les spéculateurs. Le terrain a quintuplé, les loyers doublés. 1870, riches et pauvres ne se côtoient plus. Ils vivent chacun de leur côté, classe contre classe, quartier contre quartier. Le petit peuple, chassé de sa ville, a dû émigrer vers les faubourgs extérieurs. Montmartre, Grenelle, Montrouge, ou ici à Belleville. Les ouvriers qui habitent ici ont l'impression d'être des bannis. Beaucoup mettent 2 heures pour se rendre à leur travail à pied. La vie est de plus en plus chère. Ici aussi, le proprio, monsieur Vautour, comme il l'appelle, ne cesse d'augmenter le loyer. La famille Leroy vit dans un 2 pièces, avec ses 3 enfants. Auguste le père, 43 ans, originaire de la Nièvre, ajusteur mécanicien. Il a travaillé d'abord chez Caille, une grande entreprise, où il ajustait des bielles de locomotive. C'était le bagne, dit-il. Maintenant, il a trouvé du travail dans une petite fabrique, 100 ouvriers et un patron pas trop méchant. Il part le matin à 6 heures et revient le soir à 8. Oui, monsieur, une longue journée. Madeleine, la mère, 35 ans, a été domestique à 15 ans. Aujourd'hui, elle coud des robes à domicile pour Madame Aglaé, fournisseuse du Bon Marché. Un travail irrégulier, chichement payé, mais qui permet de boucler le budget. Tout juste. Pour payer le dernier terme, ils ont dû mettre au clou la pendule qui venait de la grand-mère de Madeleine et les boucles d'oreilles qu'Auguste lui avait données pour leur mariage. À 12% d'intérêt. Une honte, monsieur. Leur principal souci, les enfants. Madeleine aurait voulu qu'Henri, l'aîné, devienne employé. Mais Auguste n'est pas d'accord. Il n'aime pas ces chieurs d'encre, comme il dit, qui méprisent l'ouvrier. Et puis attention, l'école, c'est pas gratuit. Salut Rosette. Enfin, encore heureux d'avoir du travail. Je travaille dans une petite boîte, chez Sévrac.
rue Popincourt. Enfin, c'est pas loin d'ici, quoi. Vous y allez comment? À pied. Hein? Parce que Henri travaille avec vous. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Je balaye, puis je suis un peu ajusté à quoi. Et vos enfants, ils ne vont pas à l'école? Oui. Maintenant, Rosette va à l'école. Et chez les curés. Oui. Mais les sœurs sont très gentilles. Elles s'occupent beaucoup d'elle. Et puis, elle y apprend ses prières. C'est ça. Enfin, voilà. Les fois, les ouvriers qui ont des ennuis, ils les aident quand même. La charité. Les propriétaires? Oh, ben le propriétaire, lui, on le voit pas. Il vient pour ramasser l'argent à tous les termes, et puis... Ah oui, ça, c'est le plus lourd. Oui. Hein. C'est le plus lourd. Ici, on paye 350 francs par an. 350 francs à Belleville. Le concierge? Ah, le pipelet. Ben, le pipelet, c'est un ancien cerveau, comme tous les pipelets. Donc, ancien cerveau, Tracassier. égale mouchard, larbin, mirliflore, argousin, enfin, et compagnie, quoi. Oui. Ils rouspètent toujours à cause des enfants. Avant, c'était le mouchard du régime, maintenant, c'est le mouchard du proprio, quoi. Enfin, en même temps, il est aussi le mouchard du régime, très certainement. Le régime, c'est Napoléon III, badinguet pour le peuple, et Eugénie la badinguette. Le régime, c'est l'Empire, le second, la cour la plus brillante d'Europe, où trône une bourgeoisie triomphante, les barons de la banque et les barons de l'industrie. Le Second Empire est au premier, ce que l'opérette est à l'opéra. Avec les belles dames en robes à crinoline, les promenades au bois, l'anglomanie, le jockey club, les courses à Longchamp et les bals à la cour. L'or coule à flot, c'est la fête impériale. Jamais la France n'a connu une telle prospérité. L'exposition de 1867 au Champ de Mars célèbre la naissance de la grande industrie et les miracles du machinisme. La grande aventure du chemin de fer, financée par les banquiers, les Pereire, les Rothschild, entraîne toute l'économie. La production de fonte et de charbon a triplé. En 1864 a été créé le comité des forges, présidé par Eugène Schneider, le grand maître du Creusot, où il règne sur 10 000 mineurs et métallos. Le prix de cette prospérité, c'est la misère des ouvriers. Depuis quelques années, les grèves se multiplient. La première internationale, animée par Karl Marx, vient d'être créée. Les syndicats s'organisent. La révolte couve. Vous faites de la politique? Enfin, oui. Oui et non. C'est-à-dire, j'appartiens à la société de travail. C'est quoi la société? Ben, c'est une association des ouvriers pour résister contre les patrons. Voilà. Enfin, ces sociétés-là, elles existent un peu partout. Chez nous, dans la métallurgie, disons que chaque année, ça augmente, mais on est 5000 ouvriers sur 20 000. Ben, c'est déjà une victoire. Et puis les ouvriers qui dirigent, les compagnons qui nous dirigent, ils sont tous de l'international. Ça sont des vrais. Ils ont presque tous fait de la prison déjà. Et ils iront jusqu'au bout, hein. Parce que, monsieur, vous le verrez, vous, les badinguets et les badinguettes, eh bien, un jour, ils vont quitter le gouvernement, hein. L'outil doit revenir à l'ouvrier. Et la terre aux paysans. Un point, c'est tout. Non? Je vais vous dire quelque chose, moi. Je suis pour le grand lavage comme en 1789. Et les aristos de notre temps, allez! On n'a pas besoin de feignants pour nous faire travailler. Nous, on peut travailler sans les patrons, vous comprenez? C'est sûr. On peut même s'associer. On peut faire des associations. La production sera pour nous. Et dans tous les métiers, ça peut être comme ça.
Sûrement que ça arrivera un jour, ça. D'abord, je suis socialiste. Je suis républicain. Comme mon père, un cul rouge. Là-bas, c'était les culs rouges, dans la Nièvre. D'ailleurs, au moment des émeutes de 51, quand Badinguet il a pris le pouvoir, mon père a eu des ennuis. Ça, je serai comme lui, vous savez. Moi, je suis ouvrier et je défends ma classe. Un point, c'est tout. Je pense comme Auguste. On est des républicains. Et les bruits de guerre? Ça, les bruits de guerre, monsieur, ce sont pas des guerres. Mais on les fait faire à l'ouvrier, oui, les guerres, et aux paysans. Mais ce sont des guerres d'empereurs et de rois. Un point, c'est tout. Ce sont pas des guerres du peuple. Les peuples n'ont pas à faire ces guerres. C'est tout ce que j'ai à vous dire. 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Ce n'est pas une surprise, tout le monde la voulait. L'impératrice Eugénie et ses amis ultras pour éviter la révolution en France. Bismarck pour faire l'unité allemande. Napoléon III, lui, s'y est résigné. Et la France unanime emboîte le pas. Tout le monde crie « à Berlin ». Il ne manque pas un bouton de guêtre à l'armée française, avait juré le ministre de la guerre. Et pourtant, malgré les combats héroïques de Wissembourg et de Forbach, malgré le sacrifice des cuirassiers de Reichshoffen qui chargent les canons prussiens à travers les houblonnières d'Alsace, c'est le désastre. Le 2 septembre, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan avec toute son armée. Le 4 septembre, à Paris, la foule envahit le palais Bourbon et exige la proclamation de la République. L'Empire est déchu. Un gouvernement de défense nationale est formé avec les députés de Paris et Gambetta, qui va décréter la levée en masse pour défendre la patrie et la République. 200 000 hommes valides vont s'enrôler dans la garde nationale. Le peuple de Paris est en armes. Le 19 septembre, les Allemands sont arrivés aux portes de Paris et ont encerclé la capitale qui refuse de se rendre. Le siège va durer 5 mois. 5 longs mois d'hiver, de famine et de misère. 5 mois d'illusion, à attendre les armées de province qui ne viendront pas. Décembre, il neige. Le petit peuple chaparde dans les squares les dernières bûches de bois pour se chauffer, tandis qu'aux portes, l'armée de Paris tente des sorties désespérées, en vain. Janvier, février, les ménagères qui font la queue pour quelques grammes de viande apprennent que le gouvernement a signé l'armistice et que là-bas, à Bordeaux, où s'est réfugié l'Assemblée, M. Thiers a été élu par la province chef du nouveau pouvoir exécutif. Trahison. Depuis des mois, la fièvre monte dans Paris, qui se couvre d'affiches rouges. Chaque arrondissement a élu son comité de vigilance. Chaque bataillon de la garde nationale choisit maintenant ses délégués. Le mot d'ordre est lancé. Place au peuple. Place à la commune. Le citoyen essentiel propose d'exiger la guerre à outrance, plutôt que de subir une paix honteuse ou de céder la moindre partie du territoire. De maintenir la République par tous les moyens, de mettre en accusation les membres du gouvernement, dits de défense nationale et ses acolytes, tels que M. Thiers, d'établir un comité de salut public, de protester contre l'entrée des ennemis dans Paris après l'armistice et de s'y opposer, même les armes à la main, de protester enfin contre le désarmement ultérieur de la garde nationale, à laquelle devra toujours appartenir exclusivement le maintien de l'ordre et l'honneur de défendre le pays. À Bordeaux, M. Thiers, lui, est bien décidé à faire la paix. Il a été élu pour ça. Le prix qu'exige Bismarck, l'Alsace et la Lorraine, 5 milliards d'indemnités et l'occupation symbolique de Paris. La note est lourde. Début mars, 30 000 Prussiens viennent parader à l'Étoile et à la Concorde. Pendant 2 jours, et puis s'en vont. Personne n'a osé désarmer Paris. Paris qui n'est plus la capitale. Paris en deuil. Paris humilié. Paris violé. C'est une sorte de désespoir et en même temps d'indignation. Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils se sont battus pendant le siège. Ils ont conclu qu'ils ont été trahis. Et trahis par qui? Par le gouvernement qui s'est intitulé gouvernement de la défense nationale, et trahis par les hommes
qui ont été élus le 8 février 71 et qui constituent l'Assemblée de Versailles. Ces mêmes hommes qui flanquent un soufflet aux Parisiens en décidant que la capitale sera Versailles. Or, nous sommes un peuple lourd d'histoire. Et qu'est-ce que ça représentait Versailles? Ben, c'était la cour. C'était les journées des 5 et 6 octobre 1789. Le peuple de Paris, les femmes de Paris, qu'est-ce qu'ils avaient été chercher à Versailles? La boulangère, le boulanger, le petit mitron. Ils avaient obligé Louis XVI à s'installer de nouveau à Paris. Et voilà que Thiers décidait de revenir à l'Ancien Régime et de faire de Versailles, qui était la ville des rois pour le peuple de Paris, la nouvelle capitale. C'est à Versailles, en effet, que l'Assemblée nationale et M. Thiers viennent s'installer le 10 mars. Pas au château, mais à la préfecture. M. Thiers attend son heure depuis longtemps. Le voilà enfin au pouvoir, avec le soutien de l'immense majorité des Français. Présenté sur plusieurs listes à la fois, il a été élu député dans 25 circonscriptions. La France rurale et provinciale a trouvé en lui son homme providentiel pour faire la paix et rétablir l'ordre. Monsieur Thiers disait, en se promenant peut-être dans ce jardin, « Je suis un vieux parapluie sur lequel il a beaucoup plu. » À cette époque, c'est un vieil homme, il a 74 ans, et c'est un vieil homme tout chargé d'histoire, il appartient au passé. Il avait 5 ans au moment de Serlitz, il en avait 15 au moment de Waterloo, et il a connu toute une succession de régimes et de révolutions. En fait, ce vieil homme est sans doute très différent du portrait officiel que va faire Bonnat en 1872 et de la caricature qu'on en donne. La caricature du bourgeois typique, ce petit homme aux jambes courtes, au ventre bedonnant, au toupet sur le haut du crâne. Et Paris, la commune, pour Thiers? Pour Thiers, la commune, c'est d'abord tout ce qu'il déteste viscéralement. C'est ce qu'il appelle la ville multitude. C'est ce peuple de Paris qu'il a toujours très profondément détesté, méprisé, et qu'il ne connaît pas, car il n'a aucun contact avec ces milieux populaires. D'autre part, c'est un historien, et c'est un historien de la Révolution française, c'est ainsi qu'il a débuté. Et il a toujours été hanté par l'idée de révolution venant de ce peuple parisien et qui interrompait ce qui lui paraissait être le cours normal des choses. Le peuple parisien, il l'a stigmatisé dans son histoire de la Révolution française lorsqu'il interrompt le cours de la Révolution, lorsqu'il interrompt le cours de la Révolution de 1789. Et puis, il y a probablement, malgré tout, des motifs plus graves et plus profonds. Il ne faut quand même pas oublier que Thiers, revêtu d'un pouvoir qui est un pouvoir suprême, se débat dans des circonstances qui sont des circonstances infiniment dramatiques. La France est un pays vaincu, écrasé militairement. C'est un pays isolé diplomatiquement, et Thiers le sait puisqu'il a fait le tour des cours européennes pour tenter de trouver un appui au gouvernement français. C'est un pays occupé, très largement occupé, et c'est un pays sans État. Or, Thiers veut faire la paix, il tient à tout prix à négocier la paix, et une paix qu'il veut être une paix honorable, et d'autre part, Thiers veut refaire un État. Paris est un défi pour l'État. Avec ses 200 000 hommes en armes et ses 300 canons, hissés sur les hauteurs de Belleville et de Montmartre. Avant tout, il faut désarmer Paris. Il y avait l'indemnité à payer aux Allemands. 5 milliards. Il fallait trouver ces 5 milliards. La France était riche. On pouvait les trouver. Mais les banques n'acceptaient d'avancer l'argent que dans la mesure où l'ordre serait rétabli. Et nous avons des textes de Thiers qui disent qu'il faut se presser. Car si Paris continue comme ça à vivre dans l'incertitude, dans l'inquiétude, jamais les banques ne vont consentir à nous prêter les 5 milliards dont nous avons besoin. Telles sont les raisons beaucoup plus complexes pour lesquelles il faut à tout prix désarmer Paris. Le 18 mars, Thiers donne l'ordre à l'armée de s'emparer des canons de Montmartre. Les Parisiens se précipitent. Nos canons, des canons que nous avons achetés de nos propres deniers. Personne ne nous les prendra. Alors la troupe déconcertée fraternise avec le peuple, tandis que la foule exaspérée
collent au mur les généraux Lecomte et Thomas, qui sont fusillés par leurs soldats mutinés. C'est l'irréparable. Et maintenant, tous à l'hôtel de ville. Paris a gagné la première bataille contre M. Thiers. Que fait-il Thiers le 18 mars? Au fond, il pensait réussir. Il pensait réussir. Il a échoué devant la résistance spontanée et de plus en plus organisée des Parisiens. Ayant échoué, il a repris un plan qu'il avait élaboré précisément en février 1848. Car lors des journées de février 1848, le pauvre Louis-Philippe, qui n'en pouvait aimer, a fini par faire appel à Thiers. Et Thiers avait un plan qui consistait à sortir de Paris et à reprendre Paris par la force. Et alors après le 18 mars, c'est le plan auquel il revient. Reprendre Paris, M. Thiers en est encore loin le 20 mars. Mais les quelques bataillons qui lui sont restés fidèles occupent aussitôt le mont Valérien, hauteur stratégique, d'où ils entendent monter les rumeurs de la ville. Le 28 mars, à l'hôtel de ville où flotte le drapeau rouge, la commune de Paris est proclamée par 85 délégués d'arrondissement portés par l'enthousiasme populaire. Qui sont-ils ces hommes que les Parisiens ont élus 2 jours plus tôt? De vieux jacobins, comme Delescluze, l'héritier de Robespierre, qui veulent la République une et indivisible. Les amis de Blanqui, l'éternel enfermé, qui est en prison dans le Lot, Eudes, Ferré, Rigaud, qui réclament la dictature du peuple. Des Proudhoniens, comme le père Bellé, qui a donné son usine à ses ouvriers, ou le peintre Courbet. Ils rêvent de fédéralisme, de décentralisation, de démocratie directe. Des internationaux comme l'ouvrier relieur Eugène Varlin, l'organisateur de la première internationale française, le teinturier Benoît Malon, l'ingénieur Édouard Vaillant. Ils veulent collectiviser la terre et les moyens de production. Des indépendants comme Flourens, professeur au Collège de France, l'idole de Belleville. Jean-Baptiste Clément, le chansonnier du temps des cerises. Jules Vallès, le journaliste du Cri du peuple. Et tous ceux dont l'histoire a oublié le nom. Tous divers, mais tous unis, pour promettre la révolution moderne, disent-ils, la plus large et la plus féconde de toutes celles qui ont illuminé l'histoire. Fini l'État, disparus les ministres, les policiers, les fonctionnaires. Le peuple de Paris va se gouverner lui-même. Lorsque, rue de Grenelle, les communards arrivent au ministère de l'Instruction publique, qui se trouvait déjà à rue de Grenelle, il y avait uniquement le concierge. Tout le monde était parti. Et dans le fauteuil du ministre de l'Instruction publique, un brave communard, le citoyen Roulier, cordonnier de son métier, qui dit à ceux qui arrivent, c'est moi qui suis maintenant le ministre de l'Instruction publique. Et dans tous les ministères, tout avait disparu. Il n'y avait même plus les tampons pour les pièces officielles. Il a fallu tout improviser. Et c'est là un aspect de la commune sur lequel on n'insiste pas assez, c'est-à-dire le rétablissement des services publics. Il ne faut pas être romantique, hein, entre nous. Hein. Si au lendemain du 18 mars, il n'y avait pas eu de ravitaillement, hein, il n'y avait pas eu de courrier, si les poubelles n'avaient pas été vidées, car après tout, le mot poubelle, je peux l'employer, puisque le préfet de Louis-Philippe, qui s'appelait Poubelle, est l'inventeur des poubelles. Mais vous croyez qu'il y aurait eu beaucoup d'enthousiasme? Et un des mérites les plus grands des communards, sur lequel on n'insiste pas assez, c'est d'avoir en quelques jours rétabli un fonctionnement à peu près normal de la vie parisienne. Fini la fête impériale. Voici venu le temps de la fête populaire, du grand défoulement. Liberté d'écrire. À chacun son journal, le Vengeur, le Cri du peuple, le Paris libre, le Prolétaire. Liberté de parole. Dans la rue, on discute à perdre haleine. Liberté de réunion. Les églises sont occupées par les clubs, qui s'assemblent maintenant au grand jour. Elles sont devenues les maisons du peuple. Ici, chacun et chacune peut prendre la parole. Pour prêcher l'égalité des femmes, pour dénoncer l'épicier du coin, pour inventer l'avenir. Ici, on rêve tout haut. Ici, on refait le monde.
Citoyens, la commune vient de décréter l'interdiction du travail de nuit pour les ouvriers boulangers. Ces braves travailleurs pourront enfin avoir une vie de famille normale. Tant pis pour les bourgeois qui n'auront pas leur petit pain chaud pour leur déjeuner du matin. Est-ce que vous avez votre petit pain chaud avant de partir au travail? Qu'a-t-on fait pour l'alimentation? Le pain est à 40 centimes. Nous payons la livre de viande 1,50 franc et tout à l'avenant. À côté, il y a encore des restaurants de luxe où les riches et les aristocrates vont se goberger, alors qu'il serait si facile de mettre la main sur leurs caves et leurs réserves. La Société des ouvriers mécaniciens a ouvert un atelier pour la fabrication et la réparation des armes, rue Sedaine. Ils demandent des bras pour fabriquer des canons et des chasse-peaux qui nous donneront la victoire. Citoyenne, l'Union des femmes pour la défense de Paris demande des ambulancières et de la charpie pour soigner nos blessés. Elle est en train d'organiser des ateliers dans chaque quartier de Paris pour donner du travail à toutes les femmes. Inscrivez-vous. Nous coudrons des vareuses et des uniformes. Pendant le siège, les commerçants se sont enrichis à vendre leurs marchandises à des prix exorbitants. Et ils ont bien regretté que le ravitaillement de Paris ne recommence si tôt, car ils auraient été millionnaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ces mêmes commerçants qui ont bien peur de la commune s'en vont de Paris en abandonnant leur demeure aux mains de leurs femmes, les lâches. J'exige que ces francs-fileurs, ces accapareurs, ces buveurs de sueur et de sang du peuple subissent une amende de 100 francs par jour pendant 8 jours. Après ce temps, que leurs marchandises soient confisquées et vendues au profit des veuves et des orphelins de la commune. Femmes, les ateliers dans lesquels on vous entasse vous appartiendront. Les outils qu'on met entre vos mains seront maintenant votre propriété. Le gain qui résulte de vos efforts sera égalitairement partagé entre vous. Prolétaires, vous allez renaître. Femmes, vous allez enfin vivre. Vive la sociale! Il n'y aura plus de patrons qui feront fortune en 10 années en faisant crever de faim ceux qui les enrichissaient. Il y aura des ouvriers qui s'associeront ensemble et produiront le plus qu'ils pourront pour être le moins possible à l'établi à la forge ou à la charrue, afin d'en donner davantage à l'étude et à l'éducation de la famille. Nous voulons pour tous l'instruction, afin que nos fils n'aillent plus en troupeau aux boucheries des rois, et que nos filles ne servent plus de pâture aux passions des bourgeois. Ne parlez pas de Dieu, ce croque-mitaine ne nous effraie plus. Il y a trop longtemps qu'il est prétexte à pillage et assassinat. Ce sont les soldats du pape qui bombardent aujourd'hui Paris. Nous biffons Dieu. Je suis passé place de la Bourse et j'ai demandé un renseignement à un citoyen. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de citoyens dans ce quartier, mais des messieurs et dames. Je demande qu'on mette des canons sur cette place. Les membres du club Ambroise prennent pour devise « vaincre ou mourir ». La République ou la mort. Nous, femmes, nous brûlerons Paris plutôt que de le rendre. Ô vieux monde, ramassier d'imposteurs, oisifs, corrompus, parasites, insolents, vous tous qui vivez du travail des autres, comprenez-vous enfin que votre règne est fini et qu'aujourd'hui, avec le triomphe du peuple, l'ère du travail va commencer? Comprenez-vous enfin qu'on ne peut plus longtemps pressurer la matière humaine pour lui faire rendre de l'or, sans qu'un jour vienne où cette chair saignante ne résiste? Ce jour est venu. Frères du monde entier, notre sang coule pour votre liberté. Notre triomphe sera le vôtre. Debout tous. Voici l'aube. Garde à vous! Section! Mai 71. L'armée de Versailles entoure Paris. Une vraie armée. 150 000 hommes disciplinés, bien équipés. Des soldats de métier. Depuis 2 mois, M. Thiers prépare sa revanche. Les hommes, pour la plupart, Bismarck les lui a fournis, en lui rendant 130 000 prisonniers pour mater la Révolution. L'argent, la Banque de France, que les communards n'ont pas osé toucher, le lui a fait parvenir. En 2 mois, l'armée de M. Thiers a reconquis toutes les hauteurs autour de Paris. Soldats, voici l'ordre du jour de notre général en chef, le maréchal de MacMahon. Soldats, vous avez répondu à la confiance que la France avait mise en vous. Par votre bravoure, votre énergie, vous avez vaincu les obstacles que vous opposait une insurrection disposant de tous les moyens préparés par nous contre l'étranger. Vous lui avez enlevé successivement les positions de Meudon, Sèvres, Rueil, Courbevoie, Bécon, Asnières, les Moulineaux et le moulin Saquet.
Paris nous appelle pour le délivrer du prétendu gouvernement qui l'opprime. Avant peu, nous planterons sur ces remparts le drapeau national et nous obtiendrons le rétablissement de l'ordre réclamé par la France et l'Europe tout entière. Soldats, vous avez mérité la reconnaissance de la patrie. Au quartier général de Versailles, le 12 mai 1871, signé le maréchal de France, commandant en chef, de MacMahon, duc de Magenta. Repos. Mes amis, je serai bref. Nous allons enfin délivrer Paris. Vous vous êtes bien battus et vous allez continuer. Vous savez maintenant à quel tas de scélérats et de canailles vous avez affaire. Ils tuent, volent et brûlent tout dans Paris. Ils ont mis le feu à toutes nos églises et chaque jour ils fusillent nos prêtres. Ils ont même osé emprisonner Monseigneur l'archevêque. Ils pillent toutes les propriétés. Et rappelez-vous bien que s'ils parvenaient au gouvernement, ce sont vos propriétés à vous qu'ils prendraient et se partageraient. Pas de quartier pour cette racaille d'assassins. Et n'oubliez jamais qu'ils sont toujours prêts à vous tirer dans le dos. C'est la cause de la patrie, de l'ordre, de Dieu et de la liberté que nous défendons. Et nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Nous débarrasserons Paris de toutes ces ordures. Vive l'armée! Vive la France! Dimanche 21 mai. Dans quelques heures, les Versaillais vont partir à l'attaque. Dieu, la patrie, l'ordre, la propriété, ils y croient. Ce sont des provinciaux, des paysans, forts de l'appui de 80% des Français. Sûrs de leur bon droit, des Français vont se battre contre d'autres Français. Deux mondes totalement étrangers l'un à l'autre. La province contre la capitale. La campagne contre la ville. La France contre Paris. Dimanche 15h30. Les Versaillais entrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud. Personne. À ce moment précis, le Paris de la Commune assiste à un concert en plein air aux Tuileries. Pendant toute la nuit, les colonnes envahissent les beaux quartiers. Et lundi, à 7h du matin, 130 000 hommes se sont coulés dans la ville sans tirer un coup de feu. Rive droite. Ils occupent les Champs-Élysées et la gare Saint-Lazare. Rive gauche, la rue de Vaugirard, les Invalides, le quai d'Orsay, le Palais Bourbon et la gare Montparnasse. Leur avance le long de la Seine est bloquée à la Concorde par les barricades des Tuileries. Mais lundi soir, ils ont déjà conquis le tiers de Paris. Dès le lundi 22, Delescluze avait lancé son fameux appel, tous aux barricades, nous ne sommes pas des stratèges, nous ne savons pas nous battre comme les stratégistes, disait-il de Versailles, mais quand un Parisien tient son pavé, quand il est derrière une barricade, il sait se défendre. Alors à ce moment-là, partout, on s'est organisé dans tous les quartiers, 9e, 10e, mais surtout naturellement les quartiers ouvriers de l'Est. Seulement, on s'est organisé, justement, c'est là
Oh, la faute, il n'y a pas de faute de la commune, ça ne pouvait pas se passer autrement. On s'est organisé quartier par quartier, chacun enraciné dans sa propre terre, les pieds plantés dans sa propre terre, derrière la barricade qui commande sa rue. Alors naturellement, aucune opération d'ensemble n'est possible. On en tentera quelques-unes à la butte aux cailles, avec Wróblewski par exemple, mais chacun défend son petit bout de terrain, son petit lopin de ville. Tous aux barricades. Appel magique, enivrant. Une fois de plus, Paris descend dans la rue pour arracher ses pavés. En fait, ces pauvres tas de pierres sont des obstacles dérisoires face au canon de Versailles. Le combat est sans espoir. N'est pas question de reculer. La liberté ou la mort. Mardi, les Versaillais repartent à l'assaut. Objectif, Montmartre. Les communards les attendent au pied de la butte, le long des boulevards. Mais avec la complicité des Prussiens qui entourent la ville, 3 brigades prennent Montmartre à revers. Les barricades de la place Clichy, place Blanche, place Pigalle, prises entre 2 feux, tombent dans la matinée après un combat désespéré. À Versailles, on pavoise déjà. Montmartre est tombé. Paris est pris. Pas du tout. Rive gauche, rue de Rennes, rue de Lille, rue du Bac et au carrefour de la Croix-Rouge, partout, Paris se bat. Écrasés par les canons, quelques poignées de communards, 10, 20, 100, arrêtent des brigades entières pendant des heures. Impossible de prendre ces barricades de face. Alors les Versaillais se faufilent à travers les maisons et les attaquent par derrière. Pas de pitié pour ces enragés. Il ne faut pas qu'il y ait de survivants. On attrape un combattant pris les armes à la main. Alors comment est-ce qu'on va le fusiller? L'officier qui commande le peloton veut absolument le fusiller sur un tas d'ordures, histoire de lui montrer qu'il c'est un moins que rien. Et alors le communard dit « Je me suis battu comme un brave. J'ai le droit de ne pas mourir dans la merde. » Les femmes se battent aussi, derrière Louise Michel, la Vierge Rouge. Pas seulement comme infirmières ou cantinières. Elles sont 200 à la barricade de la place Blanche qui font le coup de feu, avec leurs hommes, le chasse-peau à la main. Et elles paient le même prix. Des survivantes, femmes. Ah, derrière une barricade de femmes, il n'y avait pas de survivantes. On arrête un certain nombre de femmes, mais ce sont des femmes qu'on ratisse dans le quartier. Alors d'abord, il ne faut pas dire les femmes. Les femmes, selon le mot d'Alexandre Dumas, à ce moment-là, c'est les femelles de la zoologie de la commune qui ne méritent le nom de femmes qu'une fois qu'elles sont mortes. On ne fusille pas les femmes. On les abat au revolver. C'est ainsi que périt sans doute Henriette Tout-le-Monde, sur une barricade du Luxembourg. C'était une prostituée ou une demi-prostituée. Elle s'était fardée, ce qu'elle ne faisait jamais, nous raconte Maxime Guillaume, avant. Elle s'était fardée comme si, naturellement, enfin, elle allait à la mort. Quand on allait sur la barricade, on allait à la mort. Et puis, bon, la barricade est attaquée, le drapeau rouge tombe. Et elle dit « Une nuit d'amour à celui qui le relèvera ». Et puis, naturellement, la barricade est prise. Elle a survécu très peu de temps. Et puis, l'officier qui commandait le peloton a dû lui dire quelque chose comme « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et elle lui a dit « Superbe, qui êtes-vous, monsieur l'officier, vous qui tutoyez les femmes ?» Mercredi, dans la matinée, le Luxembourg est envahi. Mais les barricades de la rue Soufflot et celles du Panthéon résistent jusqu'à 4 heures de l'après-midi.
Au soir, la moitié de Paris est tombée. Dans la matinée, les membres de la commune ont abandonné l'hôtel de ville pour se réfugier place Voltaire. Mais avant de partir, ils l'ont incendié. Paris brûle comme une immense torche. Qui a mis le feu? Les pétroleuses, comme on dit à Versailles? Non, c'est une légende. Ce sont les boulets rouges des Versaillais, ou la rage des communards. Oui, les communards ont mis le feu aux Tuileries, le palais des rois et des empereurs. Oui, le délégué Pindy a mis le feu à l'hôtel de ville. Pas question de laisser le palais du peuple aux mains des Versaillais. Les Versaillais qui ne font plus la guerre, mais la chasse à l'homme, coupable ou innocent. Dès qu'une barricade est tombée, on ratisse le quartier maison par maison. Et alors commence le tri. L'épaule meurtrie par le fusil, à la queue. Les mains noires de poudre, une sale gueule, à la queue. À la queue, on sait ce que ça veut dire. Maintenant, c'est le massacre, voulu par Versailles, exécuté par des soldats ivres de poudre. À l'école militaire, on fusille. À la caserne Lobau, on fusille. À la tour Saint-Jacques, on fusille. À la queue, à la queue. Au Luxembourg, c'est l'abattoir. Par 5, par 10, par 20. Au pied des statues, autour du bassin, on fusille. Il y en a trop. On finira par utiliser des mitrailleuses et des canons à mitraille. Jeudi, dans l'îlot de la butte aux Cailles, le général Wroblewski, volontaire polonais, a arrêté les Versaillais 36 heures. Il se replie en bon ordre avec 1500 hommes et traverse la Seine pour rejoindre les 10 000 communards encerclés maintenant dans les quartiers populaires. La Bastille, le faubourg Saint-Antoine, Belleville, les buttes Chaumont. À la Villette, ils se battent à 1000 contre 25 000. Ils ne se rendront pas. Le 25 mai, à 5 heures du soir, le vieux de l'Écluse, le patriarche de la commune, quitte la mairie du 11e. Il a vu 3 révolutions. Il sait qu'il n'en verra plus d'autres. Alors, calmement, il marche à la mort. Il enfile tout le boulevard Voltaire, il le descend à pied. Quelques communards étaient là, il y avait Jourde, il y avait Johannard, le voit passer. Alors il faut imaginer ce vieillard, certains disent ce cadavre ambulant, et c'était vrai. Enfin, il n'avait plus qu'un demi-souffle qui lui restait, qui descend lentement le boulevard Voltaire. Il a sa redingote car il a pris le grand habit, l'habit de deuil, et il a même ouvert sa redingote pour qu'on voit l'écharpe rouge de membres de la commune avec les glands d'or. Et puis, il arrive à la barricade. Il monte sur la barricade, on entend 4 coups de feu et des écluses tombent de l'autre côté. Il avait écrit à sa sœur « Je ne peux plus vivre. Je ne veux plus vivre. » Vendredi, le long de la tranchée du chemin de fer de Vincennes, les Versaillais contournent la Bastille transformée en forteresse. À 2 heures, la Bastille tombe. Il pleut. À mort, crie la foule à Belleville, devant les otages versaillais amenés rue Haxo. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des exécutions isolées, comme celle de l'archevêque de Paris. Ce jour-là, c'est le massacre. 10 prêtres, 35 gendarmes, 4 mouchards. Les membres de la commune eux-mêmes qui étaient présents, il y en avait peu, beaucoup avaient fui. Varlin, par exemple, ont essayé d'empêcher le massacre. Les représailles, ça ne sert à rien, et surtout les représailles au dernier moment. Et le vieux cordonnier Roulier, qui n'était pas membre de la commune, mais enfin qui avait beaucoup participé à son administration, lorsque Varlin essayait de se mettre contre la foule, face à la foule qui voulait fusiller les otages, a dit à Varlin, il ne faut pas qu'on puisse dire par la suite qu'un membre de la commune était là. Samedi, le ciel est gris. Belleville, dernier bastion, est encerclé. Au cimetière du Père-Lachaise, 200 fédérés se battent jusque dans les tombes. Le mur des fédérés. Ici est mort l'espoir. Ici est née la légende. Alors Varlin le militant, Varlin qu'on a vu sur toutes les barricades, va marcher au suicide, lui aussi. Il a 32 ans.
il est certain que Varlin est allé chercher la mort. Il était à Belleville, où il était en haut de la rue du Faubourg du Temple. Il est redescendu sur le centre de Paris, square Montholon, rue Cadet à peu près. Rue Cadet, c'est-à-dire au pied de Montmartre, au pied du Mont Aventin de la démocratie, et Montmartre qui est un des abattoirs à ce moment-là de la commune. Venir vraiment ici, dans ce lieu, c'est s'exposer volontairement à être prise, c'est en effet ce qui s'est passé. On dit que c'est un prêtre qui l'a reconnu, peu importe. On l'a jugé. Jugé, vous entendez ce que cela veut dire, au 6 de la rue des Rosiers, où Clément Lecomte et Thomas avaient été fusillés. Et puis ensuite, on l'a emmené un tout petit peu à côté, à un endroit qui maintenant se trouve dissimulé par cette horrible basilique du Sacré-Cœur érigée en expiation des malheurs de la France. On l'a fusillé, on dit assis sur une chaise, non, c'est pas vrai, il est mort debout, mais il était mort après avoir gravi ses pentes, qui était un calvaire sous les crachats de la foule. Quand on dit, il ne s'agit pas de s'attendrir, quand on dit c'est le Christ de la classe ouvrière, je crois qu'il mérite ce nom, oui. Il a monté son Golgotha et il est mort fièrement. Paris est vaincu. 20 000 prisonniers, 1000 femmes prennent le chemin de Versailles où les attendent 26 conseils de guerre. Mais avant d'y arriver, il leur faut encore passer aux portes de Paris, devant le général de Gallifet. Ah oui, le marquis au talon rouge. Enfin, talon rouge parce que c'était un aristocrate, et puis talon rouge parce que les talons, il les avait promenés dans le sang. Oh, remarquez, il n'est pas plus coupable que tel ou tel autre officier ou que tel ou tel autre général. Simplement, lui, avec sa morgue d'officier de cavalerie, vraiment, il a pris son personnage au sérieux. Il se targuait d'être le fusilleur de la commune, avant même qu'on l'ait surnommé ainsi. Il était à la porte de la Muette, et à la porte de la Muette défilaient les hordes tragiques d'hommes, de femmes qu'on emmenait vers Versailles, qu'on emmenait vers Satory. Et alors là, le marquis de Gallifet, premièrement, faisait un tri. Et puis deuxièmement, et c'est pour ça que l'histoire l'a retenu, deuxièmement, soulignait toujours aux prisonniers qui passaient devant lui, c'est moi, le général de Gallifet, et souvenez-vous de mon nom. Fusillés, tués sur les barricades. On n'a jamais pu les compter. « 30 000 sans doute. 30 000. Dimanche, quelques hommes se battent encore dans Belleville-la-Rouge. À 3 heures de l'après-midi, résonnera le dernier coup de fusil. Rue d'Angoulême, rue Saint-Maur ou rue Ramponneau, on ne sait. Ô vieux monde, ramassier d'imposteurs, oisifs, corrompus, parasites, insolents, vous tous qui vivez du travail des autres, comprenez-vous enfin que votre règne est fini? Comprenez-vous enfin qu'on ne peut plus longtemps pressurer la matière humaine pour lui faire rendre de l'or, sans qu'un jour vienne où cette chair saignante ne résiste? Ce jour est venu. Frères du monde entier, notre sang coule pour votre liberté. Notre triomphe sera le vôtre. Debout tous. Voici l'aube. Non, l'aube ne s'est pas levée. Le rêve est fini. On ne refera pas le monde. Pas cette fois-ci. Pour ceux de la dernière barricade, il ne reste plus qu'à accomplir les gestes quotidiens, jusqu'au bout. À 100 mètres de là, sous une porte cochère, les Versaillais se préparent au dernier assaut, avec les mêmes gestes. Après 7 jours et 7 nuits de combats de rue, 877 morts, 6500 blessés, 5 généraux tués. Amère victoire. Victoire de la France contre la France. Victoire au goût de cendre. Mes amis, on y va.
au canon! Allons-y! Pour les derniers insurgés, c'est la fin. Ferdinand l'employé, mort en criant « Vive la République ». Le compagnon Angevin la Vertu, blessé, mort à l'hôpital de Versailles. Michel Auguste, le terrassier, déporté à vie en Nouvelle-Calédonie, amnistié en 1880. François le Typeau, fusillé en criant « Vive l'humanité ». Pierrot le Grouillot, envoyé en maison de correction jusqu'à l'âge de 20 ans. Adrien, l'ouvrier fondeur, mort en criant « Vive la sociale ». Christophe le Frisé, mort en criant « Vive la commune ».